Bismillah. Estelle mettait à chauffer une grande casserole d'eau pour le café. On devait le passer à la louche, dans le filtre en fer blanc. Avec le lever du jour, la jeune femme rassemblait ses pensées et les gestes l'y aidaient. En même temps, elle pointait sa conscience en direction de la caverne future. Il a tout compris, Muller, du premier coup. Il enregistrait ce que disait José sans la moindre marque de surprise. Imaginez un homme du XXe siècle à qui vous annoncez tout d'un coup que vous êtes deux voyageurs du futur, et qui accepte l'information à peu près comme si vous lui racontiez que vous venez de la ville voisine. On s'attend à un sursaut, des protestations, des cris, rejets, refus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas du tout. Il a laissé José dévider sa bobine et s'exprimer jusqu'au bout, sans me quitter des yeux. À un moment, il a posé une seule question. Du futur? Il y a donc un futur pour les hommes? Et ça se passe comment? C'est la seule fois où il a marqué un peu d'intérêt. Nous en avons profité pour lui décrire notre vie souterraine. Ça tombait bien dans la suite des explications. Il est redevenu impassible dès qu'on lui a parlé de la planète toute prête à nous écraser, détruisant de plus en plus vite la nature et la vie en surface, de notre course contre la montre. Et il a ri franchement de nos espoirs placés en lui. Où est passé le sucre, bon sang? Elle finit par découvrir le kilo entamé à côté du produit vaisselle sous l'évier. Sans doute la seule chose que José ait rangée lui-même. Gaspard ne cessait de me regarder. J'aurais voulu me lever et j'étais arrivé à mon siège. La chaleur revenait jusque dans ma tête et j'ai dû rougir. José a fini par préciser à Gaspard que notre but était de le ramener chez nous. Il n'a répondu ni oui ni non, ce qui fait que nous ne savons pas encore s'il accepte. Vous savez, je me vois mal user de la force, sans compter qu'hier soir, José me paraissait au bord de l'épuisement. Je n'aurais jamais pensé qu'il accuserait la fatigue à ce point. Bref, Gaspard a fini par se lever pour ranger à leur place celle que j'avais trouvée moi-même, le fromage, le pain et la bouteille de vin. José avait encore la force de demeurer adossé à la porte, comme pour empêcher toute tentative de fuite. Il avait peut-être raison sur un plan pratique. Moi, j'en arrivais plutôt à naviguer d'instinct. Quand il eut passé les ponts sur la toile cirée et ramassé les dernières miettes, Gaspard a repris la parole et c'est José qui en a fait les frais. Tu peux t'asseoir, je n'ai pas l'intention de me sauver. Je n'ai rien à défendre, rien à gagner. C'est encore dans un coin de mon cerveau que Rugmore t'a débusqué. Sans doute une représentation extérieure retenue malgré moi. Avec ou sans verrou, je reste tant que ma place est ici. Inutile de te fatiguer, ce n'est pas nous qui avons écrit le scénario. José a déverrouillé la porte, puis il est venu prendre place un instant au bout de table, à l'endroit que Gaspard lui désignait. Il avait tout du reflet échappé du miroir. J'ai tenté de le questionner, qui était donc ce Rugmore qu'il avait évoqué à plusieurs reprises, quelqu'un, quelque chose, un programme, que sais-je encore. Gaspard n'a même pas cherché à donner le change, ou à éluder la question. Il s'est contenté de parler d'autre chose. De moi? Tu es la vraie Sylvia, disait-il. À un moment, il a tourné la tête vers José qui s'est levé en bafouillant. Je dois vous laisser, il faut que j'aille voir. Il ne savait comment terminer sa phrase. Va voir le chien, lui conseilla Gaspard. Il a peut-être faim, lui aussi. J'ai cherché à croiser le regard de José, mais il avait déjà fait demi-tour et sortait de la cuisine. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée claquait. Des bruits confus s'élevaient du côté de la remise. Gaspard a glissé sa main sur la mienne, et Muller, je n'avais aucune envie de la retirer. Il a insisté, emprisonnant mes doigts. La table devenait un obstacle entre nous. Sans me lâcher le poignet, il s'est penché en arrière et de son bras libre, il a ouvert le grand tiroir du buffet pour en extraire un couteau à découper. La lame assombrie de traînées brunâtres. Dans le même mouvement, il s'est dressé et a contourné la table. J'étais muette et je me sentais vide de tout sentiment pendant qu'il venait derrière moi. Plus près, toujours plus près, jusqu'à frôler mes cheveux. Enfin, il a abandonné mon poignet qui me faisait mal et posé une main sur mon épaule, appuyant lentement avec une sorte de tendresse retenue. À travers le mince tissu, je sentais sa paume brûlante. Encore maintenant, je ne saurais dire pourquoi, mais je n'ai pas eu peur. Ce couteau, a-t-il précisé à voix basse, peut pénétrer dans les chairs sans effort, taillader les entrailles, crever le ventre mou de bas en haut. Alors votre bras dégouline d'humeur et de sang, et vous restez là à contempler un écoulement de viscères, gluant, sans y croire. Il me restait quand même assez de lucidité pour envisager la suite. Sur la table de la cuisine, 75 ans avant ma naissance, pourtant, à aucun moment,
Je n'ai eu l'impression de côtoyer un fou. Peut-être parce que sa douceur contredisait ses paroles. J'avais envie de lever la tête vers lui, mais il a retenu mon geste. C'est une arme. Elle a l'odeur de la mort, l'odeur de l'homme. Ce n'est pas à moi de donner des leçons. Je ne suis qu'un instrument. Ne bouge pas. Quand j'étais un homme, moi aussi, tu étais déjà très belle. De la pointe du couteau, il a redessiné la courbe de mon front. L'arête de mon nez, il a ouvert mes lèvres et glissé sur le menton. Je tremblais, mais pas d'angoisse. Il a poursuivi son sillon sur ma gorge, insisté, taillant de sa lame rouillée le ruban qui maintenait ma nuisette. Je ne pouvais rien faire qu'attendre. Descendant encore, il a fait craquer le tissu jusqu'à la taille. Le temps alors s'est figé. J'ai entendu un choc métallique, le couteau était tombé sur le parquet. À cet instant seulement, je me suis levé, cherchant à retenir ce qui restait de mon vêtement de nuit. Peine perdue. En même temps que debout, je me suis retrouvé nu. Tu vois, a-t-il dit, c'est comme si je t'avais ramené à la vie. Il m'a entouré de ses bras. J'ai encore eu la force de me souvenir de vous, de nous tous là-bas, de la mort qu'on nous promet. Et puis j'ai tout oublié. Je ne touchais plus terre, une vague m'a submergé. J'ai ouvert sa chemise et posé mes lèvres à la base de son cou. Comme animé d'une vie propre, mes doigts se sont mis à courir sur sa poitrine. C'est un homme, Muller, c'est un homme. Mais que sont les autres? Lui, il me caressait les joues, les bras, murmurant des phrases sans suite. Mes mains sont devenues agiles, volant de plus belle à sa rencontre. J'ai dénoué la ceinture de son pantalon. Une main brûlure soudaine nous a envahis. Muller, jamais je n'avais imaginé un plaisir comme celui-là. Il s'est penché, sa bouche effleurant mes yeux. Nous nous sommes écroulés sur le sol, nous meurtrissant l'un l'autre. Il me parlait sans arrêt, il m'appelait Sylvia et c'était bien moi. Plus tard, nous avons gagné la chambre au premier et sans lit défait, je n'ai sombré dans le sommeil que petit jour. Estelle fit passer les morceaux de sucre dans un bol un peu moins ébréché que les autres et engloba d'un regard satisfait la table du petit déjeuner. On aurait dit que la cuisine affichait un air de fête. Elle faisait déjà tiède et la vie bruissait par la fenêtre entr'ouverte. On entendit Gaspard dévaler les marches d'escalier. « J'ai faim » annonça-t-il en prenant place. Profitant de ce répit, il ne va pas s'éterniser. Il découpa d'avance plusieurs tranches de pain de campagne à la croûte noirâtre et se beurra une grosse tartine, qu'il recouvrit d'une épaisse couche de gelée de groseille. Il la trempa un peu dans le café, puis l'engloutit avec plaisir. José n'était toujours pas rentré. Les minutes s'égrenèrent. Gaspard vida son bol, écarta sa chaise de la table et leva les yeux sur Estelle. « Comment comptes-tu me ramener ?»« C'est Muller qui va s'en charger. Nous devons nous rapprocher tous les trois et le laisser agir. Il n'y a jamais eu d'accident. Ne t'inquiète pas. »« Je ne m'inquiète pas, je n'ai rien à craindre. Pour nous, ce n'est qu'une question d'état d'esprit. Tout ce que nous avons à faire, c'est demander le retour. Dans ce cas, la volonté agit comme un amplificateur, la technique de rappel fait le reste. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais nous croyons que personne ne pourrait voyager contre son gré. Par conséquent, il nous fallait un accord. À partir du moment où tu demandes le transfert en même temps que nous, il ne devrait pas y avoir de problème. Si j'ai bien compris, c'est votre premier prélèvement humain. Oui, mais alors votre technique n'est pas encore au point. Vous avez négligé l'équilibre. Je crois comprendre Rugmore. Apparemment, il veut que ça marche. C'est pourquoi vous devez lâcher du lest. Du lest? Il se leva et se rendit à la fenêtre. Va voir dans la cour. Moi, je suis prêt. Je t'attendrai ici. Elle se précipita hors de la maison, poursuivant sans hésiter sa course en direction de la remise. Les pieds dépassaient du réduit, dans la mauvaise herbe, tordus sur le sol, les yeux encore remplis d'effroi. José n'avait eu que les étoiles pour témoin de son meurtre. Son corps épousait un étrange monticule de terre, fraîchement retourné et amassé tout au fond de l'abri. Mais ce qu'Estelle remarqua avant tout, ce fut la noire plaie ouverte au cou de l'homme. Le chien avait dû lui broyer la gorge dès le premier instant. Aucune trace de lutte, le tueur ne lui avait pas laissé la moindre chance. Estelle recula horrifiée et s'appuya contre la pierre friable. De la semelle, elle repoussa sur le côté une dent, une exécution, une serpillière chiffonnée qui achevait de pourrir à l'abondant. Une exécution, c'était une exécution froide, impitoyable, et Gaspard le savait. Et elle aussi. Elle entrevoyait pourquoi, malgré le choc et le brouillard de ses pensées, du lest. Avait-il dit « donnant » ? Donnant.
En silence, Gaspard la reçut dans ses bras. De longues secondes, il écoutait le souffle d'Estelle qui, peu à peu, reprenait son rythme habituel, tandis qu'elle enfouissait le visage au creux de son épaule. Plus de questions. À quoi bon? Toujours serrée contre lui, elle appela Muller. Gaspard perçut aussitôt leurs bribes de conversation, sous la courbure du temps, un siècle après eux. On les attendait de pied ferme. Il embrassa la jeune femme, ses lèvres devenaient de plus en plus froides, et les battements de leur cœur s'espaçaient à l'unisson. La table, les murs, la fenêtre perdirent leurs contours, tout se brouilla autour d'eux. Leurs visages s'auréolèrent d'une brume incolore pendant que dans leurs tempes venaient se planter des aiguilles de glace. Les cheveux de Gaspard parurent s'effilocher, se répandre au loin en filaments insaisissables. Brusquement, il s'écroula à l'intérieur de lui-même, pour exploser en milliards d'atomes et jaillir aussitôt telle une flèche de conscience pure. Plus haut, toujours plus haut, comme dans un souvenir. Il voulut serrer plus fort encore sa compagne contre lui, mais il n'avait plus de corps, plus de membres, et sa pensée n'embrassa que le vide. Estelle souleva une main lourde, si lourde, sa main n'obéit pas. Elle tenta de recommencer, la sangle tendue retint l'amorce de son geste. Elle insista et parvint à décoller ses paupières. Douleur subite, sous un ciel trop pesant, écrasant, qu'importe. Son cerveau avait eu le temps d'enregistrer l'image d'un plafond bas et voûté, et la couleur grisâtre, sale, minute qui s'écoule, déjà l'humidité la pénétrait comme une gangrène, et la pensée se formula enfin. Elle était de retour. « Gaspard !» hurla-t-elle, mais son cri avorta en une bulle muette à la surface de ses lèvres. Dans le local faiblement éclairé, où elle se réhabituerait peu à peu au puissant relent de sueur, régnait une agitation fébrile. Aux côtés de la jeune missionnaire, un lit-cage vide, plus loin, sur la 3e couche, les contours d'un être humain commençaient de se dessiner. Très vite, le second voyageur se stabilisa et ouvrit les yeux, aspirant fortement l'air à plusieurs reprises. Il s'efforça de tendre le cou en tous sens. Il ne laissa retomber la tête qu'après avoir vérifié la présence d'Estelle, elle aussi indemne. « Il n'y en a que 2, s'exclama Stride, qui continuait de s'acharner sur la couche centrale. « C'est trop tard, il n'y en a que 2. » Muller lui jeta un bref regard agacé, sans interrompre sa besogne. « Du calme, ordonna-t-il, du calme. Je le vois bien, pas le moment de s'affoler. Nous savons tous compter que quelqu'un aille me chercher de l'eau, bon sang. Il n'y a rien à boire ici. » Les traits creusés par les veilles, il se courba sur l'homme qui achevait le premier de rassembler ses esprits, disposant lui-même l'aiguille et l'élastique autour du bras en vue d'une perfusion. Lorsque tout fut en place, le dormeur s'éveillait déjà. Alors seulement Muller avança la main pour lui tirer les cheveux. Il n'était pas croyant, mais sa prière fut exaucée. Pas de perruque. Lui tendant un verre d'eau. « Bonjour, Gaspard, dit-il. Comment vous sentez-vous »